Merci. Bonjour et un grand merci pour cette invitation. Même un samedi matin, je suis ravie d'être avec vous. Et effectivement, je me sens à la fois très en phase avec les questionnements qui sont posés, qui sont passionnants et qui traversent, à mon avis, à mon sens, toutes les organisations de travail, y compris les plus originales, et en même temps un petit peu décalées. Je pense que ça vaut le coup de revenir un petit peu sur une description quelque part de l'expérience qu'on mène à Copenhague depuis une petite quinzaine d'années. Et essayer d'en montrer à la fois le potentiel et les limites, puisque je romps le suspense tout de suite, c'est pas tout à fait un monde idéal et complètement parfait qu'on a construit, assez loin de là. Et par contre, je me sens en tout cas très en phase avec cette perspective sur la question de la recherche-action. On présente parfois la coopérative de cette manière-là comme finalement une recherche-action au grand jour et sur la durée. Parce qu'effectivement, c'est plutôt ce type de questionnement qui nous anime, de partir de la réalité et de construire à partir de ça une organisation qui nous ressemble. Copenhague, c'est donc une SCOP, comme disait François, une coopérative ouvrière de production, qui a la particularité d'être multi-activité et ouverte. Copenhague, ça rassemble aujourd'hui à peu près 750-800 personnes. Et à peu près autant d'activités économiques qui sont développées par des personnes ou des petits groupes, chacun pouvant développer plusieurs activités dans la coopérative. On n'a pas de secteur d'activité particulier, on connaît quelques contraintes, on ne peut pas accueillir des professions réglementées, on ne peut pas accueillir un certain nombre d'activités qui demandent des assurances spécifiques, mais on accueille toute personne qui est en capacité, qui veut développer une activité professionnelle, qui n'a pas besoin d'investissement pour le faire, donc on va avoir aussi bien des graphistes, que des jardiniers, que des consultants, que des formateurs, et beaucoup plus de filles que de garçons, malgré le fait que j'ai tout mis au masculin. L'idée de la coopérative, elle s'inscrit dans une dynamique, on a pas mal parlé de l'intensification du travail, on a un petit peu moins parlé ce matin de la dynamique qui a conduit à externaliser le travail des entreprises et à faire en sorte que se développe, à côté d'un salariat qui reste aujourd'hui très largement majoritaire, toute une dynamique d'auto-entrepreneuriat. Thomas a parlé un petit peu d'ubérisation, je pourrais dire très vite, dans son introduction. En réalité, il y a vraiment une double dynamique entre un taux de chômage très haut, un marché du travail très discriminant, et des conditions de travail qui deviennent insupportables, y compris à travers la perte de sens qu'on a beaucoup évoquée, qui font qu'il y a de plus en plus de gens qui ont envie de développer leur propre activité. Alors, beaucoup le font sous des formes qu'on va critiquer très durement dans le cercle, j'allais dire, proche du syndicalisme, etc. Mais il y a aussi derrière ça, pas seulement de l'obligation et cet esclavage moderne qu'on décrit, mais il y a derrière ces conditions très dures une véritable aspiration à plus d'autonomie et une assimilation qui me semble dévastatrice du salariat à la relation de subordination et aux nouvelles pratiques de management. L'idée de Copenhague, c'est de se dire qu'en fait, le salariat, c'est pas seulement ça, c'est aussi 150 ans de conquête sociale et une protection sociale qui aujourd'hui en France, c'est un débat qui est assez situé quand même, aujourd'hui en France, le salariat, c'est vraiment le statut de très loin le plus protecteur. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour reconstruire une organisation du travail dans laquelle on accueille à la fois ce désir d'autonomie, de développer sa propre activité de manière autonome, de prendre ses décisions seul, ou en tout cas d'avoir choisi les liens qu'on tisse avec d'autres pour développer une activité. À la fois ça, et à la fois un besoin de sécuriser, de ne pas faire tout simplement une croix sur toutes ces conquêtes, simplement parce qu'on a eu envie d'être un peu autonome dans son travail. Donc très concrètement, les gens sont salariés de la coopérative. En fait, l'idée c'est de développer un espace dans lequel on arrive à sécuriser mutuellement nos activités professionnelles. On peut se dire qu'il y a 4 manières avec lesquelles on arrive à sécuriser mutuellement ces activités. La première, c'est qu'on partage une entreprise. J'insiste là-dessus parce que du coup, ça veut dire que la responsabilité de l'activité économique, elle ne repose pas sur la tête de chacune des personnes, mais bien sur la personne morale qui est la coopérative. Ça, dans la perspective de rompre avec l'individualisation du travail, il me semble que c'est extrêmement important de se souvenir qu'un auto-entrepreneur, c'est vraiment un entrepreneur de lui-même qui porte seul toute la responsabilité
et c'est avec des conséquences qui peuvent être très graves pour lui. Cette mutualisation, cette sécurisation juridique, elle passe aussi par le fait du coup de mutualiser, vu que c'est la personne morale qui est garante de l'activité économique, on mutualise tout ce qui est d'ordre comptable, administratif, etc., lié au fonctionnement juridique de l'entreprise, on va dire. Ça évite que chacun s'en occupe dans son coin, donc c'est plus efficace et puis ça fait peser le risque sur le collectif. La deuxième sécurisation, elle est d'ordre social, c'est un peu par là que je suis rentrée, c'est-à-dire qu'on mutualise aussi la fonction employeur, puisque dans la coopérative, chacun d'entre nous va se salarier sur la base de son activité. Donc je vais développer du chiffre d'affaires, à l'intérieur de la coopérative, je vais avoir mon petit compte qui correspond à mon activité, et c'est à partir de ce chiffre d'affaires que je vais me verser des salaires qui vont être variables en fonction du développement de l'activité, même si on tente d'avoir des méthodes qui permettent de lisser les salaires, etc. Et mon salaire va bien dépendre de mon activité. On n'a pas les reins aujourd'hui pour garantir un minimum ou quoi que ce soit, mais c'est bien du salaire, et c'est bien du salaire avec... on est bien salarié au régime général, avec exactement les mêmes droits, on s'acquitte de nos cotisations, ce qui permet aussi d'assurer des revenus, vous le savez très bien, dans les périodes de la vie qui ne sont pas travaillées, d'être garantis contre les accidents du travail, etc., comme n'importe quel salarié. La troisième forme de sécurisation, on revient un peu aux racines de l'économie sociale finalement, c'est tout simplement de faire partie d'un collectif. Je suis rentrée par des portes un peu juridiques, mais en réalité c'est aussi un collectif humain, avec des outils, des locaux pour se rencontrer, pour s'organiser, pour organiser de la formation, de la construction collective, prendre ensemble conscience des problèmes qu'on rencontre, que ce soit sur un secteur d'activité ou le simple problème du rapport de force avec le client. Comment est-ce que je gère ce rapport de force? Comment est-ce que j'arrive à affirmer des tarifs? Quand je me suis rendu compte qu'on s'est mis d'accord avec les copains, tous correcteurs, qui sont en concurrence au jour le jour avec des auto-entrepreneurs à qui on demande des tarifs toujours plus bas. Si nous on se dit non, il y en a marre, en dessous de ça franchement c'est pas possible, on n'accepte pas, c'est quand même beaucoup plus facile de tenir tête à son client que quand je suis pas très sûre des tarifs que proposent les autres. Donc il y a un côté racine du syndicalisme, j'allais dire, derrière ça. Ce collectif, c'est surtout un champ des possibles, c'est pas de la solution toute faite, c'est plutôt construire de nouveaux espaces qui, de la même manière que le syndicalisme en réalité, permettent d'ouvrir des espaces où on peut discuter entre nous, on peut analyser nos problèmes et on peut imaginer des solutions. La dernière forme de sécurisation, elle est d'ordre éthique, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. Le fait de retrouver de l'autonomie dans le travail et d'être le seul décisionnaire, ou le collectif que je me suis choisi, ça peut être des petits groupes, mais d'être décisionnaire en tout cas sur ce que je fais, avec qui je le fais, combien je le vends, etc., c'est évidemment extrêmement important, et ça me permet de travailler aussi selon mes propres règles, mes propres normes, qu'est-ce que je considère comme étant du bon travail, du travail bien fait, etc. Et une deuxième dimension éthique qui est liée à la dimension démocratique de la coopérative, puisque cette dimension autonome, je l'encastre dans une organisation qui est gérée de manière démocratique, et par démocratique, sans vouloir m'étendre trop, je ne parle pas seulement de faire l'élection du patron une fois par an, mais bien d'avoir une dynamique d'éducation populaire, de codécision, de réflexion collective, avec aussi de la recherche-action, des universités, des espaces de débat et de formation permanents. Juste un petit mot, peut-être qu'on y reviendra, parce que peut-être que la question va sortir, mais par exemple, dans cette construction démocratique, on a accordé beaucoup d'attention au rôle que pouvaient jouer les représentants du personnel, ce qui n'est pas évident du tout dans une coopérative, parce que jusqu'ici, pas un succès formidable, si ce n'est du côté du CHSCT, qui a une mission un peu plus précise et qui, du coup, s'est attaqué aux enjeux de prévention des risques et du coup, a réussi à développer ses activités. Sur les autres instances, le CEO, les délégués du personnel, on a plus de difficultés, on est un peu dans une phase en ce moment de réflexion collective pour voir comment est-ce qu'on essaye de repenser un petit peu ces instances qui pour le moment ne fonctionnent pas très bien. Et alors que pourtant on se dit qu'il y a vraiment un rôle pour elles, dans le sens où la démocratie coopérative, elle s'assoit sur le vote des associés, que tout le monde n'est pas forcément associé au moment où il rentre dans la coopérative, il y a un délai dans lequel on peut faire partie de la coopérative sans en être associé, donc il y a bien quelque chose à prendre en charge. Et puis sur les modalités de travail particulières qu'on a,
il y a tout un volet de travail qui peut être ouvert sur la question notamment de l'auto-exploitation. Comment est-ce que, voilà, en travaillant de manière autonome sur le marché tel qu'il est fait, on peut tomber aussi dans des dérives qui peuvent être graves, et comment la représentation du personnel peut aussi avoir une action de prévention par rapport à ça. Voilà, c'est pour décrire un peu. Il me semble que les gens qui rejoignent la coopérative ou qui en font partie, il y a vraiment une double dimension. J'ai parlé un petit peu de comment récupérer le pouvoir sur son travail, donc vraiment sur du pouvoir d'agir. Pour autant, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, les gens sont venus aussi en général, parce que les autres formes de travail étaient trop contraignantes, et quelque part, développer une activité autonome, ça permet aussi d'articuler mieux avec sa vie personnelle, de pouvoir avoir aussi du temps libre pour développer d'autres activités, qu'elles soient familiales, militantes, associatives, enfin voilà, on a envie de faire aussi plein d'autres choses. Et j'ai l'impression que l'un ne peut pas aller sans l'autre, c'est-à-dire que pour se libérer dans le travail, il faut aussi être libéré du travail et pouvoir avoir de la distance par rapport à ça et pas être complètement soumis à ce travail. C'est un peu ce qu'on voit chez les auto-entrepreneurs plateformisés, j'allais dire les livreurs à vélo, etc. On voit bien qu'on a zéro marge de manœuvre quand on est complètement dépendant de son donneur d'ordre. Et du coup, il y a quelque chose à reconstruire par rapport à ça. C'est sans doute pour ça que je m'étais promis de finir sur la question de l'assurance chômage. Parce qu'il me semble que, pareil, ce matin, on a pas mal parlé de la disparition du CHSCT et des ordonnances travail. Je trouve qu'il y a un vide abyssal dans le débat public et qu'on y est, je dis nous, syndicats, coopératives, mouvements sociaux en général, extrêmement absents sur ce sujet-là, alors que je crois qu'il est absolument central pour ce dont on discute ce matin. Au-delà de ce qu'elle est censée être, l'assurance chômage aujourd'hui, et prenons-en conscience ensemble, elle sert, c'est le premier financeur de la création d'activités, des activités comme les nôtres, sans assurance chômage, ça veut dire créer des activités dans des conditions extrêmement précaires, je pense qu'on va vraiment dégrader nos possibilités. C'est aussi des temps dans lesquels on se remet de l'expérience professionnelle parfois traumatique, dans le monde du travail néolibéral tel qu'il est configuré. C'est aussi un moment où on peut se former en choisissant à quoi on se forme, parce que j'ai le temps, je peux chercher, etc. Et je peux aussi me former uniquement sur ce qu'on veut bien me proposer. C'est quand même très... il y a un vrai piège derrière la manière dont les réformes ont été annoncées. Elles ont été annoncées d'abord comme une ouverture de l'assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants. Personnellement, je suis très favorable à une harmonisation des droits avec les indépendants, parce qu'on voit bien qu'on met en concurrence aujourd'hui les salariés, les auto-entrepreneurs, les petits chefs d'entreprise, et que le fait qu'on n'ait pas des droits harmonisés dans le monde du travail pose des problèmes énormes. Par contre, on voit bien dans quel sens ça va se faire, et ça pose un problème, parce que c'est pas seulement d'avoir une assurance chômage, mais d'avoir une assurance chômage de qualité qui me permet de vivre de cette assurance, même si c'est pour une période transitoire et que c'est pas toujours facile. On a quand même aujourd'hui encore une assurance chômage de relativement bonne qualité qui nous permet d'avoir un espace de liberté, y compris pour repenser notre travail, le sens dans le travail, la manière de travailler et ce qu'on veut faire, qui me semble un espace absolument indispensable. Et je ne dis pas qu'on est hyper bien parti, mais cette bataille est quand même pas encore perdue. Et en tout cas, j'ai le sentiment que l'exécutif est quand même un petit peu paumé, parce que tous les rapports qui sortent pointe que penser une assurance chômage pour les indépendants, on ne voit absolument pas comment faire. L'inspection générale des affaires sociales et des finances conjointement disent nous, on voudrait écrire plein de pages, mais par contre faire des préconisations précises, on n'en est pas capable. Je crois qu'il y a vraiment un espace, et en gros, ils ont comblé par tiens, on va reparler un peu du contrôle des chômeurs. Bon, c'est un peu gros, mais ça passe. Donc, il faut absolument, je pense vraiment qu'il y a un espace dans le débat public, et j'ai envie d'enfoncer le clou là-dessus. Je crois qu'avec tout ce qu'on dit, il y a une action assez concrète à mener autour d'un débat, mais dans une bataille des idées, de repenser une assurance chômage qui soit pertinente et qui permette de protéger mieux et d'ouvrir des espaces de liberté à toujours plus de gens.